Merci, Monsieur le Président. J'interviendrai donc au nom du groupe sur ce document d'orientation budgétaire avec une intervention autour de deux dimensions. Une dimension que j'appellerais externe, due notamment à notre relation à l'État en matière financière, qui est une donnée centrale de l'équation. Et j'ai envie de dire une dimension interne, plus focalisée sur nos domaines de compétences et ipso facto sur les choix d'investissement qui seront effectués au moment du budget primitif. Sur le premier aspect, je souhaite prolonger mon intervention d'hier au moment du débat autour de la loi Elan. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de redire, éléments factuels à l'appui, combien ce que nous avons qualifié hier de mépris généralisé pour le statut de la Corse avait des conséquences néfastes, y compris au plan budgétaire, financier et fiscal, et donc, par voie de conséquence, derrière, au plan politique. Je crois que la structure budgétaire due au cadre institutionnel actuel et à l'évolution des politiques de l'État est conduit aujourd'hui à tirer un portrait assez inquiétant, pour ne pas dire très inquiétant, de notre trajectoire financière et budgétaire. Je m'explique. Facialement, la part, notamment de la fiscalité, qui est un indicateur important de notre capacité à effectuer des choix politiques, facialement, cette part apparaît comme étant satisfaisante en termes de volume dans la structure générale du budget et en termes d'évolution. Je reprends page 12, les recettes de fiscalité, etc., sont anticipées en hausse de 2,5% et elles représentent dans le budget une part substantielle. Or, en réalité, cette autonomie fiscale, j'y mets des guillemets, est en train de devenir totalement illusoire, pour ne pas dire qu'elle a totalement disparu. Et c'est le fruit d'un processus long, d'un processus qui ne concerne certes pas que la Corse, mais qui a des incidences importantes sur la Corse et sur le budget de notre collectivité, et qui va à rebours de ce qui a présidé depuis des décennies aux évolutions politiques que nous connaissons. Cela nous place aujourd'hui dans une situation où en matière politique, parce qu'en matière budgétaire, nous sommes placés entre le marteau et l'enclume, pedilancourt su un'espressione che un amico François Sargentini impiega spesso, tra vorbice e arasodia. Alors je vous laisse le choix de choisir ce qui relève du marteau, ce qui relève de l'enclume, mais quelques éléments. Bon, l'élément principal, connu, courant, qui devient aujourd'hui un lieu commun, c'est le phénomène de stagnation-régression des dotations. C'est un élément qui est dans le débat, dont on prend acte, mais qui est surtout renforcé et consolidé par ce phénomène d'érosion quasi définitif de toute autonomie fiscale pour notre collectivité. Processus long qui a pour source tout simplement la suppression des parts régionales des impositions locales au fil des années, marquée notamment en 2010 avec la réforme sur la taxe professionnelle, aujourd'hui renforcée parce qu'elle touche aussi les départements et donc ici, avec la fusion, la collectivité de Corse avec la taxe d'habitation, et qui consiste au remplacement de quasiment tout notre pouvoir de fixer les taux, et donc d'avoir un choix politique clair par des transferts de dotations déguisées, par des transferts de parts d'imposition d'État. Alors moi je veux bien, encore il y a 15 jours, on nous dit au Conseil constitutionnel, lorsqu'on vous transfère une partie des impositions, comme on vous transfère une dotation, ça ne remet pas en cause l'autonomie financière des collectivités. Ça va, très bien, c'est une interprétation. Bon. Dans les faits, ça remet strictement en cause tout principe d'autonomie pour la Corse. Et y compris au gré de ce document et des différentes réformes, du dernier projet de loi de finances,
y compris sur des taxes qui sont spécifiques, bien que modestes, confère la taxe sur les permis de conduire, on rogne au fur et à mesure le peu de spécificités qui peuvent demeurer. Érosion du pouvoir fiscal, marteau ou enclume, à vous de choisir. La contractualisation, stagnation des dotations, érosion de l'autonomie fiscale, contractualisation. Contractualisation, je m'excuse, on a eu l'occasion de le dire. Cette démarche, elle n'a de contrat que le nom. Le contrat, j'avais eu l'occasion de l'exprimer l'an passé, ou il y a 2 ans au moment de ce débat, le contrat, c'est l'accord de volonté. Cette démarche-là, c'est tout le contraire de l'accord des volontés. Pour rester, puisqu'on a choisi d'employer un terme qui relève du droit civil, si c'est un contrat léonin. C'est un contrat qui a l'avantage exclusif d'un des acteurs et qui soumet l'autre. La convention, le contrat de Cahors, pardon, il ressemble quand même un petit peu plus au contrat de Canossa qu'autre chose. Et aujourd'hui, si vous mettez bout à bout ces 3 éléments, et si vous ajoutez la structure d'un budget local avec toutes les dépenses obligatoires et toutes les inscriptions obligatoires, on discute finalement politiquement de peu de choses les uns et les autres. Une fois que l'on a dit ça, et on a en plus au-dessus de la tête l'épée de Damoclès de voir ces compensations de fractions d'imposition d'État se réduire sans que l'on ait aucune prise. Alors, effectivement, dans le document, il y a une protestation officielle, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une démarche déterminée des élus de la Corse au sens large, parce qu'y compris après le débat d'hier, pour avoir discuté avec des collègues hors majorité, je crois que c'est une question qui peut être partagée. Il faut qu'il y ait un combat déterminé et résolu autour de ce statut fiscal et social que nous revendiquons, sans quoi cette mandature, la suivante et celle d'après, vont se retrouver face à des difficultés qui sont des difficultés insolubles et vont se retrouver être une collectivité totalement sous tutelle, une chambre d'enregistrement de décisions qui seront prises ailleurs. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, ce n'est pas l'enjeu unique de l'exercice 2020, mais à mon avis, c'est l'enjeu des 5 ou 10 exercices à venir, si l'on y prend garde aujourd'hui. Et je crois qu'il faut qu'il y ait de ce point de vue une mobilisation qui soit franche, qui soit ferme, et qui puisse nous permettre, y compris, de nous engager sur des problèmes très concrets. On parlait tout à l'heure du problème des déchets, de la volonté d'investir fortement. Oui, nous sommes favorables effectivement à investir fortement, y compris dès cette mandature. Et pas en s'obligeant à des coupes sombres au sein de notre propre budget. Moi, je ne crois pas qu'on va aujourd'hui résoudre l'équation des déchets en prenant ici ou ailleurs sur des secteurs stratégiques, sur la formation des hommes, sur la culture ou que sais-je. Mais par contre, si en matière fiscale, on revendique des leviers et on les obtient, en matière d'investissement stratégique, je reprends l'expression de François-Xavier Tchéco, d'investissement structurant, ou c'était Pierre Jong, je ne sais plus, reprochant que l'emprunt n'était pas forcément mobilisé sur des projets structurants. Peut-être, je laisserai l'exécutif répondre. Aujourd'hui, si vous disposez de leviers fiscaux que vous fléchez sur des dynamiques environnementales, mais en matière de déchets, en matière d'environnement, vous vous donnez une carte supplémentaire pour pouvoir résoudre des problématiques qui sont des problématiques de terrain opérationnel proches des réalités. Parce qu'on n'est pas, sur ces questions-là, on n'est pas dans le dogme, mais dans les étoiles. Sur ces questions-là, on est sur le quotidien des Corses et les conséquences que ça va avoir dans leur vie de tous les jours à échéance de 2, 3, 4 à 5 ans. Donc ça, je crois que c'est une question qui est fondamentale, dont on ne peut pas collectivement faire l'économie et que, à partir du budget primitif 2020, il faut qu'on embraye sur une démarche qui soit une démarche politique de reconquête, parce qu'on a perdu des pans de souveraineté ou d'autonomie, je laisse les uns et les autres libres du qualificatif en matière fiscale, et qu'il faut en conquérir d'autres, pour le bon fonctionnement de cette collectivité et pour effectuer nos choix politiques. Ça, j'en ai terminé sur l'aspect externe, mais il me semble fondamental, et je crois plus fondamental encore dans le cadre de cette intervention que de revenir sur des points qu'on a évoqués, en tout cas de notre point de vue précédemment. On en dira juste un mot. Oui, les ratios, ça confirme ce qu'on dit depuis quelques années. Mais je pense qu'il n'était pas aujourd'hui nécessaire d'axer
le propos politique du groupe sur ces questions-là, mais plutôt sur ce qui va nous contraindre ou nous donner une bouffée d'oxygène forte pour les années à venir et sur lesquelles il faut qu'on se mobilise et qu'on se mobilise ensemble. Après, sur la dimension interne, je dirais, c'est-à-dire en gros sur la structure du prochain budget et sur les choix d'investissement, ça a été dit, c'est un document technique, c'est un document politique. Bon. Évidemment, lorsque l'on étudie point par point, cas par cas, les orientations qui y figurent, sont les orientations qu'on a en partage très largement. On peut discuter l'opportunité de tel ou tel projet, sa priorisation, mais on est dans ce cadre-là. Quelques points pour rentrer rapidement dans le détail. Nous, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons qu'on est face à une situation qui est une situation par définition frustrante. On a un chantier immense devant nous, partout. Mais dans la situation financière et budgétaire qui est la nôtre, il faut dégager des priorités. Les priorités, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas priorité n'est pas important. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas priorité ne sera pas traité, que ce qui n'est pas priorité ne fera pas l'objet d'inscription budgétaire. Et ça veut dire que ce qui est prioritaire fait l'objet d'une inscription budgétaire d'investissement renforcée et qu'on produit l'effort dessus. Donc nous partons de quelques questions et de quelques raisonnements simples. Qu'est-ce qu'on a fait durant l'année 2019 dans cette Assemblée? On a commencé par décréter l'urgence sociale à travers la conférence sociale. Donc ça doit être une priorité qui se manifeste, bien sûr, en termes d'orientation politique dans le DOB, mais en termes d'inscription budgétaire dans le budget primitif. Lorsque je dis urgence sociale, on parle évidemment de nos compétences obligatoires en matière sociale, on parle des suites de la conférence sociale, et puis on est sur un spectre large, et on croit, en ce qui nous concerne, mais je crois qu'il peut y avoir des points de convergence large dans cet hémicycle, qu'on ne résoudra sur le temps long cette situation sociale dégradée, pour reprendre une expression d'un échange que nous avons eu en conférence des présidents il y a quelques jours, que nous ne lutterons face à ce corps social qui aujourd'hui est malade, qu'en investissant massivement sur la formation des hommes. Et je crois que de ce point de vue-là, tout démontre, partout sur la planète, que lorsque l'effort est porté de façon significative sur ces points-là, on a du développement économique, on a du bien-être social. On ne dit pas aujourd'hui que rien n'est fait sur ce sujet. Loin de nous, évidemment, ce propos. Loin de nous, pour des raisons que vous comprenez aisément. Ce qu'on dit, c'est qu'au moment où on arbitre budgétairement en termes de grande masse, on pense que ça doit être une priorité absolue. Donc, urgence sociale, qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a décrété l'urgence foncière au mois de juillet, à travers ce rapport qui a été présenté par l'AUE. Ça doit mécaniquement, sur l'exercice budgétaire suivant, trouver une traduction. Ça figure dans les orientations. Nous attendons évidemment qu'en termes de grande masse et d'inscription, qu'on y voit un certain nombre d'infections. Et on a décrété l'urgence climatique et écologique. Et je crois qu'aujourd'hui, sur cette question-là et sur cet aspect-là, on a besoin, les uns et les autres, d'envoyer des signaux. Je reprends toujours le propos pour être dans un cadre général, avec les difficultés que j'ai évoquées et que j'ai développées en premier lieu. À la fois la structure du budget d'une collectivité. Quand on sort les dépenses obligatoires, on ne parle pas de millions d'euros à ventiler, et les difficultés liées à la relation avec l'État. Mais de ce point de vue-là, sur les déchets, c'est important ce qui est écrit, je crois, dans le document. On a besoin d'envoyer un signal et d'instaurer ou de restaurer de la confiance. Moi, je crois qu'un élément de la restauration ou de l'instauration de cette confiance, c'est effectivement de dire que, par exemple, sur un sujet très technique, mais qui a des incidences considérables sur la façon dont on va percevoir la sortie de la période transitoire que l'on a annoncée, c'est le déploiement fort du porte-à-porte et du porte-à-porte sur les biodéchets. Si l'année 2020, elle est marquée par le déploiement de cette action-là, dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, je crois qu'on aura envoyé un signal qui sera un signal fort.
sur les questions énergétiques, par exemple. C'est dit d'ailleurs dans les premières pages qu'aujourd'hui on a un poids du BTP dans la structure générale qui est fondamentale, mais qu'il faut aujourd'hui travailler à réorienter la commande publique sur le BTP de la construction de résidences et souvent de résidences secondaires confère le rapport de l'AUE vers des secteurs qui seraient des secteurs plus vertueux, notamment le secteur de la rénovation énergétique. Alors, on a débattu avec je crois, une belle unanimité sur ce sujet de la nécessité d'avoir sur le patrimoine de la collectivité une action forte. Ça nécessite évidemment aussi des discussions à d'autres niveaux avec la CRE, etc. Je pense qu'il est important qu'on ait des signaux, appels à projets, mobilisation généralisée sur ces sujets pour donner des impulsions. Et enfin, je termine, une dernière urgence qui n'a pas été décrétée par un grand rapport ou un grand vote en 2019. Je crois qu'il y a aussi l'urgence culturelle et linguistique. Au dernier BP, l'ensemble des groupes de la majorité avaient souhaité inscrire des autorisations de programme, notamment en matière linguistique. Il y a une demande sociale qui est forte, il y a une urgence, je le redis, culturelle et linguistique. Le défi démographique révélé par les derniers chiffres de l'INSEE nous contraint aussi à avoir une politique plus forte sur ce sujet, et je crois que cela doit, de notre point de vue, se voir aussi sur le budget. Donc voilà, en synthèse, je crois que ce qui nous attend après ce débat d'orientation budgétaire, c'est premièrement réenclencher de façon collective ce combat sur le statut fiscal. Et deuxièmement, la solidarité sur les politiques et sur les orientations philosophiques et politiques du DOB, elle est acquise, elle est sans faille, et on vous apporte aujourd'hui cette contribution pour que dans les inflexions, en matière de grande masse, on puisse la retrouver autour d'un certain nombre de sujets qui nous semblent aujourd'hui déterminants. Ça ne veut pas dire qu'on exclut de façon absolue tous les autres secteurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur un exercice, eh bien, on se donne les moyens d'envoyer des signaux forts. Je vous remercie.